ce matin en live avec des invités exceptionnels pour cette émission consacrée à Super Meeple. On reçoit Charles Amir. Bonjour Charles Amir. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On reçoit également les deux auteurs de mythologie qui sont ici. Nous avons Maxime et Michael. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais faire dans l'ordre parce que les gens ne savent pas qui est Maxime et qui est Michael. Mauvais réflexe. Michael. Voilà. On va vous parler dans cette émission. Voici le sommaire de cette émission de nos invités. Évidemment, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Alors pas toi Charles Amir, on t'a déjà eu au chalet avec beaucoup de plaisir, mais c'est la première fois qu'on vous reçoit Maxime et Michael au chalet. Et toi aussi avec beaucoup de plaisir. Bien sûr. Donc on vous parle de nos invités, on enchaînera avec les nouveautés Super Meeple, il y en a quelques-unes sur ce début d'année, ça sera l'occasion de revenir aussi sur le bilan de l'année 2025 parce que c'est la première fois qu'on te reçoit cette année. Mythologie, il est juste derrière nous, c'est la grande nouveauté, vous en êtes les auteurs. Donc on aura évidemment beaucoup de plaisir à revenir sur ce petit jeu ensemble et on terminera avec votre minute culturelle, ce que vous avez à partager avec nous. Voilà, pour le programme de cette émission, c'est parti. On commence par vous présenter parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit au chalet. Vous êtes auteur de jeu, c'est votre premier jeu mythologie ? Non, moi c'est mon troisième. Troisième. Parce que j'ai fait Senseiya Deck Building et Death Note, le jeu d'enquête. C'est vrai, on en a parlé hier en plus. C'est Senseiya Deck Building qui est peut-être le plus connu parce que Death Note. Alors c'est les deux chez Don't Panic. Avec Yoka Baitsume. Yoka Baitsume. Alors j'ai réflexe, licence, Don't Panic. Et non, pas forcément. Ils sont pas beaucoup à être sur le credo, mais. Ouais. Yoka. Toi, c'est ton premier. Moi, c'est mon premier jeu. Ouais. Dernier ou t'as plein de projets? Non, moi j'ai plusieurs projets. On espère que c'est pas le dernier, mais oui, c'est mon premier actuellement édité. Oui. Ouais. Donc on va le découvrir, on va en parler plus particulièrement. Charles Amir, c'est le premier jeu que tu publies? Oui, pratiquement. De l'année en tout cas. J'espère pas le dernier en tout cas. C'est sûr, ouais. Voilà. Évidemment, on a l'occasion de te recevoir assez régulièrement pour parler des jeux Super Meeple. Death Note, je vois des petits cœurs qui s'affichent parce que, comme d'habitude, vous pouvez participer à cette émission sur le chat en nous indiquant. Moi, je crois que j'ai pas le Senseiya. Non, je suis pas sûr d'y avoir joué. Il y en a plusieurs, non, des jeux sur les Chevaliers du Zodiac. En fait, non, il y en a un seul. Après, il y a eu des extensions, mais vraiment ce ne sont que des extensions. Je mélange alors. Senseiya, donc il n'y en a qu'un seul et c'est chez Yoka Baitsume. Alors je mélange tout dans ma tête. J'avais l'impression que j'avais la couve. Moi je veux bien la couve par contre, effectivement jaune avec les dessins. Oui, normal. Très chargé. Très chargé. Alors j'ai dû y jouer. Mais je confonds un peu les jeux, je mélange un peu. Ouais, c'est la nullité aussi, parce que j'aurais pu être mieux préparé sur les jeux que tu as déjà fait. Oui, non, j'ai joué à Senseiya Deck Building. On parlait effectivement de dessin animé hier, de votre dessin animé coup de cœur. Toi, c'était du coup les Chevaliers du Zodiac ? En dessin animé coup de cœur, non, pas forcément. Je pense que Death Note a une meilleure place dans mon cœur en termes de dessin animé pur. Carrément, ouais. Voilà. J'ai lu que la bande dessinée, moi, le manga sur Death Note. J'ai pas vu l'animé. C'est la même chose. Oui, en couleur, mais c'est très fidèle. Non, c'est vraiment, voilà, ce que je dis souvent, s'il y a un seul animé à regarder, un seul manga à lire, ça serait plutôt Death Note. C'est vrai, tu trouves vraiment qui est vraiment très contemporain, pas trop surréaliste. Il y a un point fantastique. Oui, il y a un point fantastique, mais un tout petit peu surréaliste. À partir du point de départ surréaliste, tout le reste est censé être à peu près réaliste, contemporain. Donc ça va plus facilement parler à des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder des animés avec des super pouvoirs, des bastons, des choses comme ça. Vous êtes d'accord avec Maxime ? C'est le seul manga qu'il faut lire ? Je n'ai lu aucun manga, donc je ne peux pas me prononcer. Non, moi j'en ai plein d'autres. J'ai du Naoki Urasawa, donc celui qui écrit Monster notamment, ou Pluto, etc. Moi, j'aime beaucoup cet auteur. En ce moment, je lis 20th Century Boys et Monster notamment, qui sont des chefs-d'œuvre que je place devant Death Note aussi, tu vois. Ça dépend des personnes. Il met Demon Slayer aussi, pour ceux qui connaissent. Mais là on est plus du coup sur du shonen. Non, moi je parle vraiment de si tu n'es pas habitué, si tu n'aimes pas spécialement l'anime ou que tu ne connais pas. Le premier, c'est d'accord. Voilà, c'est plus facile de s'intéresser à Death Note, qui est un genre de les experts façon manga, parce que c'est un thriller quoi. D'accord. Qu'un shonen pur et dur où il y aura de la baston, du sang et qui parlera pas forcément à un public plus âgé, plus féminin. Enfin, voilà, c'est quand même calibré shonen, donc jeune homme. Death Note, c'est rigolo parce que c'est un personnage qui écrit dans un carnet et en fait ce qu'il écrit se réalise et il peut tuer des gens comme ça en notant des choses avec un esprit qui l'accompagne, qu'il est le seul à voir, qui l'accompagne
au gré de son aventure, un peu comme Hikaru no Go. Si vous êtes amateur de jeux de société, Hikaru no Go, c'est un manga dans lequel le héros va faire du Go, il va apprendre le jeu de Go, accompagné par un ancien champion de Go qui l'accompagne et qui lui permet de progresser. Alors ça sera encore moins fantastique et violent que Death Note, mais je ne sais pas si ça se trouve encore beaucoup, ça par contre. Là c'est pareil, sauf que c'est la faucheuse qui accompagne c'est ça, le c'est héros, plus violent, donc, c'est plus... c'est pas la même fin. Souvent on cite Taniguchi comme auteur le plus accessible pour ceux qui n'ont lu que des bandes dessinées européennes, mais c'est tellement européen dans le style que finalement c'est peut-être pas ce qui donne la meilleure approche du manga. Voilà, c'était la petite séquence manga. On continue avec les nouveautés Super Meeple. J'appuie sur mon menu, il ne marche plus du tout ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Hop, les nouveautés Super Meeple. Donc il y a un petit point déjà, cher Lamir, sur ton année 2025, parce que j'ai vu que tu as publié le compte-rendu de l'année 2025 avec finalement beaucoup de succès sur cette année-là, et pas mal de jeux qui ont bien fonctionné, et de la satisfaction. La satisfaction du... T'as vu le bon journaliste. Toujours envie, ouais. Non, l'année était plutôt positive, ouais. C'est vrai que on cherche évidemment à avoir des succès, on essaie aussi d'éviter les échecs. Donc c'est vrai que cette année au global on a sorti 9 jeux, bon il y a eu un échec. Bon, ça reste un ratio à peu près, on va dire, acceptable. Alors, c'est toujours pareil, il y a plusieurs types de jeux. Il y a les jeux que vous localisez, il y a les jeux que vous éditez. Tout à fait. C'est quoi l'échec ? L'échec, c'est Beyond the Horizon. Ah oui, voilà, c'est ce que tu marquais dans ton... Voilà, tout à fait. Mais oui, alors, dans tous les cas, on pousse les jeux et on espère, évidemment, après, il y a le marché français, puis bon, il y a l'étranger, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur le marché français, c'était ça le bilan. C'est vrai que voilà, on a eu un échec qui était l'occasion de Beyond the Horizon. Je me permets. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que ça signifie un échec pour toi ? Parce qu'on dit ça comme ça, les gens qui nous suivent n'ont pas forcément, et les éditeurs n'ont pas les mêmes définitions de ce qu'est un échec ou une réussite. Ah ouais, c'est-à-dire un échec, c'est-à-dire 3000 boîtes de produits de Beyond the Horizon et on a dû en vendre 1000, même pas 1500 je pense. Ouais, ce qui est un tirage correct, 3000 boîtes, c'est ni énorme, ni tout petit. C'est un beau tirage pour un jeu comme ça, c'est quand même un tirage quand même pas mal. Quoi. Sur une loca. Ouais, voilà, j'y croyais pas mal. C'était bon, visiblement c'était raté, mais donc oui, c'était quand même pas mal d'argent perdu quoi. Mais bon, en fait c'est ça. Donc l'échec c'est l'argent perdu. Il y a de l'argent perdu, voilà. Ouais, on peut dire oui, on peut presque le dire comme ça. Parce que sur un tirage comme celui-ci, c'est une licence, donc en fait tu n'as pas l'investissement pour la création du jeu, pour expliquer aux gens qui nous suivent. Donc ça c'est un jeu qui a été publié par l'éditeur d'origine, qui est Mighty Board. Non, c'est l'éditeur, c'est. Je dis n'importe quoi ce matin. Je suis sûr de moi sur chaque truc et je dis n'importe quoi. J'ai jamais bon. Au hasard les mots. Mais non, mais d'habitude, en fait, quand je dis les choses, c'est que j'y crois vraiment. C'est que je suis sûr de moi, sinon je prends pas de risque. Non, c'est un jeu de crânio. Et en fait, c'est Beyond the Sun avec les auteurs de Beyond the Sun et en plus avec la touche Simone Luciani. Ouais. Donc voilà. Oui. Alors que Beyond the Sun, ça a été un gros succès celui-ci. Beyond the Sun, bien sûr, mais c'est très bon jeu, d'ailleurs, Beyond the Sun. Mais enfin, Beyond the Horizon aussi c'est un autre thème, c'est moins cher, je trouve que c'est plus beau. Voilà, bon, après, c'est comme ça. C'est comme ça, mais en tout cas voilà. Non, donc ça signifie 8 succès derrière ou jeu satisfaisant, ça dépend. C'est ça. Oui, en tout cas satisfaisant ou succès. C'est vrai que le plus gros succès, comme on disait, c'était clairement Wondrous Creature qui est sorti en début d'année. Ouais, et fait ce billet d'or. Qui est fait, oui. Non, j'en sais rien, mais j'espère que ça joue un peu quand même. Parce que je te dis, pour le coup, on l'a travaillé très très tôt en communication, vu qu'il était présent au Sablier d'or, non pas 2025, mais 2024. Et il est sorti c'est quoi, il est sorti en début d'année 2025. En début d'année, c'est ça, c'était sorti à Cannes, exactement, Cannes, tout à fait. Cannes et ensuite, voilà. Et là, vraiment, alors que je t'ai posé la question sur les échecs, qu'est-ce qu'un succès ? Pour Wondrous Creature, ça veut dire quoi ? Là, retirage ? Ouais, c'était là on fait un troisième retirage. Troisième, c'est plus de 10 000 quoi, on va dire. Oui, donc c'est un vrai succès. Ouais, c'est bien. Et mais voilà, après c'est des succès de jeux de cette envergure, de ce type-là, quoi, qui sont forcément un peu limités, quoi. C'est vrai que moi, dans la liste, j'ai pas parlé de chronologique parce que c'était pas une nouveauté de 2025, c'était un jeu de 2024. 2025, c'était l'arrivée de Cusco, mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, en termes de on est bien au-dessus vente, évidemment, ça n'a rien à voir. Sur chronologique. Alors chronologique, c'est une création. Là, on parle d'une localisation pour un public restreint. Wondrous Creature, c'est un public quand même
c'est l'initié plus. C'est pas l'ultra expert non plus. Hein. Chronologique. Non, Wondrous non, c'est initié plus, enfin entre initié et expert, je dirais, à peu près, quoi. Ou expert light, enfin bon, bref. Oui, c'est le début de l'expert, on va dire ça plutôt comme ça, parce que clairement, selon la règle fixée par le Festival de Cannes, il serait en expert, quoi qu'il arrive, et peut-être. Il sera en expert parce que j'imagine qu'on attend un peu. C'est sur quel jeu que tu as de l'espérance par rapport à Cannes? Il faut en avoir, hein, je te préviens. Tu me dis pas aucun. non. Ouais, en tout cas, de ce que j'entends aussi, parmi. S'il y en a deux qui peuvent, à mon avis, éventuellement, c'est Wondrous et c'est Galactic Cruise. Galactic Cruise, aussi un très bon écho là-dessus. Voilà, bon, les deux en catégorie évidemment experts. Voilà. Bien sûr. Mais Wondrous, il y a aussi ce matériel qui est quand même. Je le vois sur le chat, Nini Ange qui nous dit c'est choupinou. Donc le matériel est choupinou, avec toutes ces petites créatures qui sont à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que le jeu, sur un autre thème, il aurait pu être très sombre et très, très différent en sensation, mais ce matériel apporte évidemment beaucoup au plaisir de jeu. Les boîtes sont magnifiques. Il y en a pas mal d'ailleurs. Combien de boîtes sur Wondrous? Au 3 pour l'instant. 3 boîtes. La boîte. Il y a deux petites extensions. Qui sont pour améliorer le matos aussi. Qui sont non, pas. Non, il y a tout il y a un petit peu de gameplay, quoi. Bon, après ce sont vraiment des petites extensions, mais la grosse extension arrive cet été. Qui s'appelle Winterfall. Donc là par contre c'est déjà une extension plus costaud, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas joué depuis le Sablier d'Or, j'ai pas eu vraiment l'occasion de m'y remettre, et c'est vrai que ça fait partie des jeux où, quand je passe devant, je me dis, j'aimerais bien quand même, j'avais bien aimé, je me referais bien une petite partie. Il est bien édité, quoi. C'est joli, c'est bien fait, ils ont fait du. Il n'y a rien de désagréable à dire sur ce jeu. Je vois pas pourquoi je dirais du désagréable d'ailleurs, mais. Ouais, t'es pas obligé. Non, on n'est pas obligé du tout. Alors, parmi les jeux que tu as produits en 2025, dont tu es l'éditeur, alors chronologique, en coédition avec Ori Games, tout à fait. Il y a celui-ci, il y a eu Thésaurus. Thésaurus, exactement, sorti en octobre. En octobre, ouais. Alors ça c'est effectivement, c'est un jeu de Cédric Millet. On est content aussi de l'implantation qui reste et de réassort qui reste effectivement ce qui est à peu près conforme à ce qu'on pensait. Est-ce qu'il y aura un retirage ou pas? Sans doute pas, je sais pas, sur un gros jeu comme ça. Voilà, ça c'est une information que les gens ont besoin de savoir. Si vous hésitiez à acheter Thésaurus, allez-y maintenant, parce que il risque de ne pas avoir de retirage, et si vous y allez tous maintenant, il risque d'avoir un retirage. ça dépend de l'effet d'attente, et notamment les recommandes des boutiques. Non, en tout cas on était très contents, le jeu a extrêmement bien fonctionné à SN, donc après on a des partenaires aussi à l'étranger. Mais globalement c'était... Non, c'est encore une fois l'année, celui-ci et les autres, c'était vraiment soit conforme, on n'a pas eu de surprise, on n'a pas eu peut-être Galactic Cruise un peu mieux même que ce qu'on espérait, mais sinon globalement c'est vraiment ce qu'on espérait, quoi. Voilà, parce que Wondrous, je dis que c'est un succès, mais on avait quand même misé pas mal dessus, parce on pensait que le jeu avait vraiment un potentiel de vente intéressant, et bon, ça s'est confirmé. Alors après, dans quelle mesure, ça c'est toujours un peu difficile à dire, mais voilà, en tout cas c'est bien. Globalement, on est très content, et c'est vrai que Thésaurus, on est vraiment très content de l'avoir enfin aussi sorti, parce que c'est un petit bout de temps. Donc ouais. Début d'année 2025, tu nous annonçais une nouvelle façon aussi de distribuer, présenter les jeux. Tu l'as fait. On en a parlé, ça a entraîné des réactions parce que tu es l'un des seuls à en avoir parlé publiquement, alors que tu n'es pas du tout le seul à avoir adapté de la façon de présenter les jeux. Il y a mal d'autres éditeurs experts qui s'adaptent au marché et aux difficultés que ça apporte. Tu nous as cité 9 jeux, il y en a un seul sur lequel tu as appliqué ce modèle de précommande, c'est comme ça qu'on peut le qualifier en fait, parce que sinon pour le reste c'est juste que les boutiques le précommandent, les jeux. Et alors comment ça a fonctionné? C'était quel jeu? C'était Galactic Cruise. Galactic Cruise qui, sur certains jeux, donc effectivement c'est ce qui était, enfin c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, mais c'est ce qui avait été, évoqué, annoncé, c'était que pour certains jeux qui coûtaient cher, parce que Galactic Cruise ça coûte quand même 90 €. C'est un jeu, on paye 6 mois, 1 an à l'avance, des sommes qui sont quand même importantes pour un jeu. En fait, on ne sait pas à ce moment-là. Maintenant, Galactic Cruise, ça paraît un peu évident dans le sens où tout le monde en parle et tout, mais au moment donné où il est signé, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner encore, même si le jeu avait fait aussi un KS qui a plutôt bien marché. Enfin bref. Et donc pour ce type de jeu, il y a une préco sur un volume limité. Là, en l'occurrence, c'était 300 pour Galactic Cruise. Donc préco, pour à destination sur notre boutique, à destination des backers directement. Et après, effectivement, il y a une période de précommande avec les boutiques
Donc elle précommande un certain nombre de jeux, et ensuite, après, avec ce qui reste, ça revient dans la vente. Oui. Voilà, et bon, et il se trouve que là, en l'occurrence, tout a été vendu. Donc il n'y a pas eu de retour, donc nous on vend rien sur notre boutique. Ouais. Quoi. Tout a été vendu. Voilà. Oui, il n'y avait pas eu de parce que l'idée c'était que peut-être éventuellement ces jeux, une fois cette campagne, pour ceux qui resteraient en cas d'un succès, peut-être potentiellement, c'est-à-dire d'un succès ou de succès limité, on va pas le dire comme ça. Il s'agit de contrôler aussi le modèle et serait vendu sur votre boutique s'il y en avait en stock. C'était ça l'idée. Et bon, ça a été vécu, vous l'avez vu sur les réseaux, comme un coup de canif au modèle des boutiques, et on comprend. Moi, je comprends tout à fait que les boutiques réagissent, analysent, défendent leur modèle également. Bien sûr. Non, mais encore une fois, par contre, ça a beaucoup fait parler quand même. Ça a beaucoup plus fait parler que peut-être ça n'aurait mérité, parce que finalement, on le voit sur ton line-up de l'année dernière. C'est moi qui le dis, ça, c'est pas forcément toi, mais tel que je l'ai vécu sur le line-up, il y a quand même 8 jeux qui n'ont pas suivi ce modèle-là sur les 9. C'est pas du tout un changement radical. Non, c'est clairement pas un changement radical. Les jeux, contrairement à ce qu'on a pu entendre à droite et à gauche, les jeux sont toujours disponibles en boutique. Oui. Il n'a jamais été question de squeezer des boutiques ou quoi que ce soit. Alors je ne sais pas. Mais bon, bref, ça fait partie du petit jeu des réseaux sociaux. Est-ce que tu regrettes d'en avoir parlé ou non, tu es content de l'avoir fait comme ça? Non, j'ai aucun problème. Parce que d'autres éditeurs le font, et finalement, moi j'ai croisé des boutiques notamment qui me disent Super Meeple, plus question d'en entendre parler parce que ils nous ont attaqués, et puis ils présentent dans leur boutique ce que les autres éditeurs font, et parfois on fait avant toi d'ailleurs. Des histoires de précommande, notamment via financement participatif, ce qui est aussi un peu la même chose quand même malgré tout. Ces systèmes de précommande existent depuis maintenant pas mal d'années. J'ai été surpris en fait de l'émotion que ça a généré. Parce que je pense que c'est le fait de l'avoir finalement dit ouvertement. C'est vrai que clairement beaucoup le font de façon plus ou moins de différentes façons. Si on ne communique pas, à ce moment-là, il y a pas finalement ça se voit moins. Moi, l'idée, c'était aussi de le faire de façon un peu transparente pour expliquer la démarche. Oui. Voilà, bon, après, moi, j'ai plutôt apprécié ça. Moi, je ne regrette absolument pas. Et encore une fois, qu'il y ait certaines boutiques qui nous tiennent greffe, en fait, sans doute, mais ça reste, de ce qu'on a tu l'as pas vécu, toi. Ça reste extrêmement dans l'accueil. Minoritaire. Oui, d'ailleurs, dans ton compte rendu, tu l'as bien marqué. Merci du soutien des boutiques qui ont compris le système. Tout à fait. Alors, boutiques, on travaille avec les boutiques quand même depuis notre existence. Comme je disais, on a sorti, je pense, une centaine de jeux à peu près, ou quelque chose comme ça. J'ai un jeu, et encore, c'était pour une raison particulière, qui n'est pas sorti en boutique. Un seul jeu sur une centaine. Bon, donc, on peut dire qu'on a toujours été du côté des boutiques. On a toujours, ça n'a jamais été le sujet de remettre ça en cause. Ouais. Alors Philippe, qu'on salue et que je suis content de voir sur le chat, nous dit que vous avez eu un gros paquet de mauvaises rumeurs, comme celle de ne plus passer par les boutiques, ce qui n'était pas du tout prévu ou pas compris. Oui, je me permets de dire aussi quand même, parce que souvent on nous dit vous êtes un peu mou, vous vous positionnez pas par rapport aux uns ou par rapport aux autres. On transmet de l'information aussi, on est content de donner la parole aux différents acteurs qui se pressent au chalet, on en est ravis évidemment, on a un bon rapport avec les boutiques il me semble sur la chaîne, et en même temps là on parle de jeux de société et d'éditeurs qui essayent de nous proposer des jeux de société qui sont difficiles à produire. Il y a différents types de modèles. Moi, j'ai pas du tout vécu ça comme une attaque aux boutiques. En tout cas, je l'ai pas ressenti comme ça. Et on a eu cette possibilité de découvrir des jeux qu'on aurait... En fait, tu les aurais pas fait, Galactic Cruise, tu n'aurais pas tenté le coup, peut-être. En fait, c'est permis simplement, encore une fois, l'idée c'était de sécuriser sur des projets qui sont financièrement assez lourds, on va dire, de sécuriser un minimum. C'est vrai que l'idée de faire les 300 bundles, c'est de sécuriser un peu financièrement, même si on ne vendait que les 300 bundles, ce serait quand même un désastre. Donc ça permet juste de limiter un peu les dégâts, si dégâts il y a. Bon, là en l'occurrence, ça s'est très bien passé, mais sans doute que les prochains en l'occurrence pour l'instant, il n'y a qu'un jeu. Il n'y a qu'un jeu qui est prévu en 2026 sur ce modèle. Alors peut-être qu'il y en aura deux, je ne sais pas. En tout cas, il y en a un, c'est World Order. On en reparle juste après. Mais peut-être que ça ne marchera pas. Encore une fois, là, on a eu de la chance. Enfin, c'est été porté par le jeu qui est très bien, qui a une très bonne hype. Donc globalement, c'est très bien passé, on a tout vendu. Ça sera sans doute pas comme ça la prochaine fois. Mais voilà, bon,
On verra, mais voilà. Peut-être, évidemment, ça on n'est jamais sûr des succès des jeux. Joue pas les imbéciles non plus, hein. Je comprends parfaitement les critiques et les remarques qui ont été faites sur ce modèle et les inquiétudes des boutiques. Moi je les comprends complètement, on les défend tout le temps dans nos émissions, donc on est sensible aussi aux questions qui se posent derrière tout ça. Il y a la crainte logique et légitime d'un changement de modèle qui les exclurait forcément. Donc ça c'est un regard par rapport à ça de manière générale, mais en même temps si on a la possibilité d'avoir des jeux comme Galactic Cruise en version française, c'est peut-être par ce biais, et je suis pas sûr que ça contamine tous les types de jeux. Bon, c'est une période qui est très anxiogène de manière générale. On ne sait jamais comment nos modèles auxquels on a tenu et on tient toujours énormément vont évoluer. Donc cette anxiété, on la transmet, on l'explique, on la partage. Mais c'est bien de bien comprendre les choses également. Et justement, lançons-nous sur le line-up de 2026. Il y a pas mal de jeux qui vont sortir, qui sont annoncés. Ah oui, dis donc, là, il y a 9 à peu près. Ouais, 8-9 à peu près. Là, j'en ai même 13. Là, il y a des extensions également. C'est pour ça. Alors, on fait un petit tour. Déjà, le Tikal Legend, là aussi, il faut vous remercier parce que c'est une énorme prise de risque. Tikal Legend, l'idée c'était de faire un nouveau Tikal, donc qui est un nouveau jeu, hein, donc je le dis, je l'ai tellement dit tout à l'heure, donc c'est basé c'est dans l'univers de Tikal. Ouais, avec des améliorations et... Voilà, donc c'est plus gamer que Tikal, hein, quand même, c'est plus gros, mais c'est... paradoxalement plus rapide d'une certaine... Bon, ça reste très long, hein, on peut faire 3 heures de jeu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une phase, bref, le jeu, il y a de nouvelles règles, il y a quand même pas mal de matériel différent, etc. Mais on est dans l'univers de Tikal avec le même principe d'exploration, etc. Le jeu de majorité, ça on retrouve ça. Mais donc le jeu effectivement a été mis, excusez-moi, en Kickstarter en fin 2024. Donc... Avec un succès limité sur le Kickstarter, c'est pour ça qu'on a envie de vous remercier aussi, parce que vous avez été au bout de ce Kickstarter, alors que pour d'autres, la question se serait posée de dire stop. C'est pas... vrai, parce que c'est un produit de luxe, il y a des périodes sur Kickstarter qui sont plus ou moins propices à ce genre de jeu, et là c'était peut-être pas la bonne période pour le lancer. Je ne sais pas, après, les gens ont trouvé que c'était cher, et c'est vrai que c'était pas donné, on va pas dire le contraire, mais en fait le matériel, il est quand même... ça coûte très très cher, ça coûte... j'avais la mèche rebelle. Et donc c'était, comment dire, le prix il était basé là-dessus. Bon. Ouais. L'essentiel, de toute façon, l'idée c'était surtout de vouloir marquer ça, parce que effectivement le jeu est un jeu est un jeu pilier quand même ludique, et voilà, on voulait travailler avec ça avec les auteurs. On a fait ça, donc là il y aura ce KS là qui d'une part, et après il y aura la version boutique lambda, en guillemets, lambda, qui restera avec des pièces en résine, etc. Donc ça restera un beau jeu, mais beaucoup moins évidemment luxe que la version de luxe qui sortira pour SM. Tikal Legend est une exception, nous dit Philippe sur le chat. Ouais, c'est ça. Une envie de se faire notre gâteau d'anniversaire. En fait, vous vous êtes fait un très beau cadeau. On s'est amusé en fait, hein. On voulait faire un truc... exceptionnel, ouais. Mais c'est ça, voilà, on voulait faire un truc exceptionnel. Qui est un de vos classiques, parce que ça s'est ouvert avec cette gamme-là. C'était le premier Tikal de Super Meeple ou... Non, c'est Mexica le premier. C'est Mexica, vous ne les avez pas fait dans l'ordre. Ouais, tout à fait. Ouais. On a même fait, entre Mexica et Tikal, on a même fait Amun-Re. Ah oui. Et donc voilà, un classique qui revient dans une version rénovée quand même. C'est un très chouette cadeau. Je pose une question. Oui, vas-y. Non, j'entends plus de critiques sur la com de SM ces derniers temps que sur le modèle en lui-même. Alors, faut pas dire SM, parce que SM, c'est Stone Meyer ou Super Meeple, on s'y retrouve plus. Ah oui, c'est vrai, Stone Meyer, effectivement, on peut parler de Stone Meyer. Ça dépend, si tu écris SM outre-Atlantique, c'est Stone Meyer. Ouais, non, mais moi, j'en pense pas grand-chose, hein, j'en pense que... j'ai pas vu, moi, les critiques sur... Alors, peut-être je surveille pas tout. Hein. Alors, moi, je ne surveille pas, parce que je ne vais pas sur les réseaux, donc c'est à part pour poster, effectivement, une fois comme ça, donc je ne sais pas ce qui se dit à droite et à gauche, je ne sais pas, les critiques de com, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Alors, je ne vais pas pouvoir t'aider là-dessus, sur la com. Alors, effectivement, qu'il y ait... moi, j'aime bien quand tu vas faire la com. Il y a une critique sur le poste il y a un an, etc., mais depuis, la com, elle est quand même essentiellement sur le... Elle est essentiellement sur le partage des infos, des nouveautés, etc. On ne voit pas trop ce qu'on peut... Alors, faut nous préciser, Bracosa, parce que moi, je ne l'ai pas. Bref. On a Flo de Fantasy Game qui nous dit Tikal reste un monument du jeu tellement excitant. Ouais, merci. Moi, je suis d'accord. Hein. Je suis vraiment content de. Tikal, moi, je suis fan. C'est vrai que c'est.
Je suis content de cette version de luxe. Alors, j'y joue pas tous les 15 jours, hein, mais par contre, de temps en temps, une fois sortir un ticket, se dire, allez, on est parti pour l'après-midi, mais on rejoue à ce classique, le faire découvrir. On s'est déjà posé la question, nous, de faire une semaine classique. Et je pense que tu vois, tu peux inscrire dans ta semaine classique où les gens viendraient en disant, allez, je m'inscris, on va faire que des classiques. Il y aura peut-être Tikal au programme, qui n'est pas si complexe à comprendre comme jeu, mais qui va vous prendre du temps. Bon, c'était considéré comme un jeu gamer à l'époque. Maintenant, c'est vrai que ça fait rire, mais c'est un jeu initié, quoi. Ça reste gamer en tant que tu consacres au jeu, je pense, quand même. Alors, on fait un pack extension, parce qu'il y a pas mal d'extensions. C'est vrai que sur les jeux experts, souvent, ils sont accompagnés d'extensions. La question se pose pour un éditeur de les suivre ou pas. Vous le faites quand même, vous suivez majoritairement, parce que je vois du... Alors, moi, la règle, c'est globalement, la règle, c'est à partir du moment où on a sorti le jeu de base, on sort toutes les extensions, même si le jeu de base n'a pas fonctionné. Et parce que les gens ont quand même investi dans le jeu de base, et je trouve ça normal de leur proposer quand même l'extension. On l'a fait sur tous les jeux jusqu'à présent, normalement. Donc même Boon Lake, par exemple, qui était un four. Après, c'est bizarre de sortir l'extension sans le jeu de base, hein, mais... Oui, mais le jeu de base est déjà sorti, et même croupi sur certaines étagères de boutiques, malheureusement. Mais bon, on avait fait... Donc en tout cas, on fait tout le temps. Sauf il faudrait vraiment que ce soit... Ou alors on a un problème avec l'éditeur, ça pareil, mais normalement... Mais c'est du boulot en plus, parce que là, financièrement, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que le but, c'est pas d'être à niveau neutre sur ce genre de format ? Non, on gagne pas. Ça vaut pas financièrement, non, ça vaut pas le coup. Non, là, c'est plutôt dans l'idée. On a le global. Donc là, on parle de Tricarion, par exemple, qui est celui qui sort. C'est du respect pour ceux qui ont suivi le jeu, d'une certaine manière, de l'avoir aussi en version française, parce que c'est bizarre d'avoir l'extension en anglais si on a acheté le jeu en français. Donc, et tous les éditeurs ne feraient pas comme ça. On l'a souvent vécu. Et souvent, je me pose la question quand un jeu sort, où je me dis, je vais avoir envie des extensions. Tu sais, je me pose la question sur un Mystic Veil, là, par exemple, qui est la nouvelle version de comment ça s'appelait le jeu d'origine, je sais plus, en tout cas. C'est pas Mystic Veil c'est Mystic Lance, le nouveau jeu, et je me pose la question de le prendre en version anglaise, parce que je me dis, les extensions, je sais pas qui va faire la version française, s'il y en aura une, mais de toute façon, une chance sur deux pour que j'ai jamais les extensions en version française. Donc au moment des financements, on se pose la question de prendre les jeux, et je surveille les let's play parce que j'ai loupé le financement sur ce jeu-là. Regardons les extensions qui seront disponibles chez Super Meeple. Tricarion, Arcanic. Arcanic, effectivement, qui ramène un peu de gameplay. Donc c'est une relative petite extension, quand même, un peu dans la lignée de Don, peut-être, et Don de Dalgard, quelque chose comme ça, qui sort là, qui sort cette semaine. On est quel jour ? Oui, c'est ça, qui sort vendredi. Voilà, on a l'extension de... Bon, c'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique, mais on a l'extension de Galactic Cruise, donc la nouvelle extension de Galactic Cruise qui sortira normalement cet été. L'extension, enfin, de la gloire d'Odin. Alors là, ça date un peu, là. Est-ce que le jeu est toujours en boutique, là ? Alors non, le jeu, je sais pas s'il est en boutique, mais de toute façon, le jeu de base revient aussi. Ah, d'accord. Donc le jeu de base revient, parce que... c'est étonnant, parce qu'on a eu quand même pas mal de mails de personnes qui nous ont dit « Ah oui, le jeu de base... » Mais en fait, quand je regarde moi les ventes du jeu de base, c'était pas fou, quoi. Donc, le jeu a mis extrêmement. Alors au moins, on a quand même refait parce que vous le refaites. Donc, qu'est-ce que vous refaites de la com pour essayer de le soutenir ? On va refaire. Alors là, on va refaire un peu de comme ça. Après, on en a fait une petite quantité. Ça partira en je ne sais combien de temps. Mais l'idée, c'est que aussi peut-être la nouvelle extension porte un peu le jeu de base, quoi. En tout cas, les Norvégiens, je pense que tous ceux qui ont enfin pas tous, mais une partie de ceux qui ont déjà le jeu de base vont prendre celui-ci, peut-être en parleront et donneront envie au jeu. Parce que ça reste quand même un jeu qui est... Oui, alors je ne sais pas si c'est un classique, mais en tout cas c'est un très bon jeu, effectivement. Pour tous ceux qui avaient trouvé la gloire d'Audincourt, vous savez, l'extension pour l'allonger un peu. C'est ça. Donc celui-ci devrait arriver au printemps. Voilà, celui-ci devrait arriver au printemps. Endeavor au profond de mers inconnues, donc ça c'est aussi prévu pour cet été. Donc, alors la gros succès de l'année dernière aussi, même de l'année d'avant. C'est 2024, c'est pour ça que... Mais oui, ça c'est effectivement très, très bon jeu, qui revient d'ailleurs en stock cette semaine-là. Si je ne m'abuse, tout à fait, le jeu, le kit upgrade, etc. Donc voilà. Wondrous Creature qui revient aussi autour de l'été, qui devrait à peu près arriver aussi autour de l'été. Effectivement, on a envie de tout de suite jeter un coup d'œil au matériel, parce que ce jeu-là, le matériel compte beaucoup dans le plaisir de découverte. Ah là 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 là, c'est la Reine des Neiges.
Donc ouais, donc il y a ça, et en termes d'extension, et ça doit être à peu près... Pirates de Maracaibo. Pirates de Maracaibo, le Triangle des Bermudes, effectivement, petite extension avec que des cartes, mais avec une sorte de, un petit peu une nouvelle mécanique qui devrait arriver pour le coup un peu plus tôt, sans doute autour d'avril. Alors je ne vais pas voter pour toutes ces extensions parce qu'en réalité, vous allez me dire si vous aimez le jeu de base. C'est grosso modo ça qu'on va avoir dans les votes. On va plutôt s'attarder sur les nouveautés. On se garde mythologie pour la fin. Mais dans les nouveautés, les nouvelles licences, plus exactement, nous avons Revenant. Alors, de quoi s'agit-il là? Il s'agit d'un jeu de Mind Clash Games qui est signé par Alan Kirkby. Je ne connais pas cet auteur. Peut-être j'oublie des trucs, mais en tout cas c'est un jeu un peu dans l'univers de Voidfall pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc ça c'est vraiment destiné au jeu. Alors ça c'est un gros jeu évidemment. Oui. Un peu plus léger peut-être que Voidfall, légèrement. Mais ouais, dans le même univers et comment dire, qui sortira je crois en avril ou mai, je crois, autour de avril-mai. Et enfin voilà, donc ça sera un des gros jeux de l'année. Alors forcément, Voidfall, qui dit Voidfall dit vaisseaux spatiaux. En fait, il y a une mécanique au niveau des vaisseaux de transfert de zone à zone, etc., qui fait que le jeu n'a rien à voir. Enfin, c'est pas une suite, c'est pas une extension de Voidfall quoi que ce soit. C'est simplement un peu dans l'univers de Voidfall. Voilà. Mais avec une mécanique propre. Là, on est sur du space opéra, si on devait le comparer à... Space opéra... c'est Star Wars, hein. Ouais, peut-être, thématiquement. Je sais pas, on parle souvent de 4X dans l'espace, je change de terme pour voir si ça correspond plus. Un vaisseau doit être sauvé et il est attaqué par les forces du néant. Donc là, vous avez une aventure. Space opéra, je ne sais pas si je qualifierais ça de... Le meilleur sur le thème du froid, c'est Skyjo, ok. Merci pour vos commentaires. Alors, donc celui-ci, c'est pour l'été. C'est pour avant, c'est avril ou mai. Ah d'accord, parce qu'on a noté... oui, c'est parce qu'on en a parlé très tôt, c'est pas forcément la bonne date. Ce sera avant. Oui, on a mis là, quand on savait pas, on a mis 31 août, mais ça veut pas dire que c'est pas... Parce que des fois, j'explique pourquoi vous voyez beaucoup de 31 août sur les jeux qui sont présents ici, c'est que quand on présente des jeux avec Pénélope dans les annonces, tu sais, qui sont en version anglaise, nous on les met quand même dans notre outil, et comme on ne sait pas, en 2025 on a dit on met 31 août 2026, et là de ce fait, comme il commence à être annoncé, il va falloir qu'on change les dates et qu'on mette les bonnes, mais j'y ai pas forcément pensé avant cette émission. D'accord. Non, c'est effectivement... Alors si on fait dans l'ordre, d'ailleurs on peut parler de Ayar, qui sortira avant World Order, qui devrait sortir à peu près en mars ou avril normalement. Ayar qui est la suite, pas la suite, non c'est pas, enfin la suite si, c'est le troisième de la trilogie, après en fait, Merv, Sankore et Ayar, donc les mêmes auteurs. Merv que vous n'avez pas d'ailleurs, c'est pas chez vous celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Il y a Sankore que vous aviez publié l'année dernière. Voilà. Merv, il était publié il était localisé en version française par Atalia. C'est Atalia, oui, d'accord. Ouais, alors, mais je ne sais pas là où ça en est. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver du Merv aujourd'hui en boutique. Pas. Mais en tout cas, même duo d'auteurs. Hein, donc le piano et Fernandez, je ne sais plus le deuxième partie de son nom. Et plus simple que Sankore, clairement, plus simple aussi d'ailleurs que Merv, je dirais. C'est, mais avec une vraie mécanique originale, c'est hyper intéressant, avec un double scoring. Et c'est un jeu qu'on peut qualifier comme un jeu d'expert, même si c'est pas très lourd. Mais non, j'entends c'est quand même moins lourd. Mais à 4, en 2 heures, c'est plié. C'est pas si gros que ça. Regardez le plateau ici. Là, vous avez une carte du jeu, donc vous voyez une carte Time Magic. Le plateau est pas très grand, hein. Ah non, c'est la règle. Ah mince. Mais en 2 heures à 4, c'est maximum. Et c'est vraiment très intéressant, et avec toujours l'illustration de Ian O'Toole, qui a fait les 3. Il en fait tellement. Revenant aussi, il est partout. Ouais, il est partout. Je sais pas comment il fait pour faire autant de choses. Il a plein de temps dessus, mais c'est vrai que c'est devenu effectivement une figure importante. Et voilà, donc ça c'est... Et le jeu tourne... Alors le jeu, je vois une question là, le jeu tourne très bien... à 2, oui. Le jeu tourne très bien à 2 aussi, 3 à 4. Je pense néanmoins, clairement, qu'il est quand même plus intéressant à 3 et 4 qu'à 2. D'accord. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a Pénélope qui nous l'a très bien vendu quand elle en a parlé. Celui-ci, elle l'attend avec impatience. Je crois qu'elle aime bien la gamme. Il y a vraiment une mécanique originale. Et ce double scoring, et encore une fois, c'est très condensé. 1h30, 2 heures à 4. Donc c'est quand même vraiment... Il sort quand, on nous pose la question. Il sort donc mars ou avril.
Voilà. Au début, Viracocha, le créateur, a donné naissance à Inti, le dieu du soleil. Je vous donne le thème. Viracocha, c'est un jeu qui était un des premiers jeux sit-down, si je me souviens bien. Ah bon? Pour citer les jeux sur le même thème. Le dieu du soleil est Mamakia, le dieu de la lune. Ouais, de l'union de ces deux dieux sont nés 4 fils et 4 filles, on connaît parce que c'est une mythologie. Les Ayars. Voilà pour le thème du jeu, pour comprendre l'univers de ce jeu. Tout à fait, Viracocha dans mythologie, comme dit Rachel, mais c'est tout à fait. Donc, et puis il y a mythologie, un cas. Dans mythologie, on retrouve ces dieux. Bon, on va l'attendre avec impatience. Moi, j'ai hâte d'y jouer aussi pour vous en parler différemment de « Oh, la boîte est jolie !» Chronologique, je ne sais pas dans quel ordre. Non, c'est peut-être pas... Dans l'ordre de sortie, si, chronologique. Babylone 2500. Donc ça, c'est prévu. Donc il sera en avant-première un peu à Cannes. Mais sinon, il sort à Cannes. Il sort en mars, pardon. Tu ne suis pas les réseaux sociaux, ça tombe bien parce qu'il va y avoir du abat beaucoup sur les présentations, les stories que l'on va avoir sur ce jeu. Du abat en musique. Tu sais, on met toujours des musiques pour accompagner les jeux de société. Là, vous allez être saoulés. Ça sera plus pour Philippe qui nous dit qu'il présentera Ayar à Rennes d'ailleurs. Oui, parce qu'il sera à Rennes là, donc mythologie, Babylone et sans doute les dernières sorties. Mais oui, Babylone, donc nouveau jeu, donc nouvelle c'est boîte. La troisième boîte, celle-ci. Toute la troisième boîte, toujours par évidemment Johan et Fabien. Et, ça a bien marché la deuxième boîte, on se peut parce que gros succès sur la première, hein, là, on est sur un tirage international. J'avais entendu les chiffres, mais je préfère pas dire de bêtises parce que j'en ai beaucoup ce matin. Mais les chiffres mondiaux sont assez importants. Ouais, entre 110, 120 000, je pense à peu près. 120 000, c'est énorme hein, pour un jeu comme ça. Je m'attendais pas parce qu'on en a beaucoup entendu parler, évidemment, mais on se rend pas compte du succès de ces jeux-là. Mais oui, non, c'est effectivement le jeu est présent, on a des partenaires partout, etc. Donc non, ça a très bien fonctionné. Après, dans ce genre de jeu, en tout cas, c'est globalement le jeu de base, le premier, quoi. Ça reste quand même celui qui restera le jeu qui sera de toute façon le plus vendu. Oui, bien sûr. Mais Cusco, c'est quand même très bien vendu. Et puis on peut commencer dans l'ordre qu'on veut. Oh, bien sûr. Alors, ça dépend aussi de notre à quel point on est à l'aise dans ce genre de jeu. Ce Cusco est quand même un niveau de difficulté quand même bien au-dessus de Paris. Quoi. Paris, c'est vraiment une première boîte. Enfin, il y en a qui sont assez difficiles, mais bon. Cusco, d'ailleurs, ça n'a pas tenu. Paris existe toujours, alors que Cusco. Exactement. Et alors Babylone, tu vois. Babylone qui revient en 2500, d'ailleurs, on vous l'annonce. Mais, parce que là, on part dans le futur. Alors, pour le coup, moi, on n'est pas tous d'accord, mais je pense que d'un point de vue difficulté, je pense qu'il est un petit peu plus simple que Cusco. Par contre, il a une mécanique. Et ça, les auteurs, ils ont vraiment trouvé des trucs. Il a une nouvelle approche en termes de mécanique sur certains scénarios qui est hyper intéressante et qui fait que ça peut quand même être assez perturbant. Mais voilà, donc j'en dis pas plus, mais l'idée c'était de montrer encore comment cette mécanique de base pouvait encore être interprétée différemment et apporter des nouvelles façons de réfléchir, etc. On est très content de sortir cette troisième boîte et que le jeu continue effectivement à plaire. On a souvent ça en fait dans les jeux de société, une première extension qui est beaucoup plus complexe, plus gamer, on a souvent vu ça, et la troisième qui allez, on revient entre les deux, ça sera le cas sur Mythologie si j'ai bien compris. Hein. Vous avez prévu une troisième boîte plus simple que la deuxième? J'ai le deuxième. La huitième sera la plus simple. La huitième, ok. Mais c'est Kids. Non, le but c'était pas de faire l'escalade dans la terreur, à faire parce que déjà à un moment donné on n'a plus de place pour mettre des étoiles en termes de difficulté, on va pas faire un truc à 20 étoiles, ça n'a pas de sens. Non, l'idée c'était aussi de trouver d'autres 3 scénarios à l'intérieur de cette boîte. Il y a eu des petites extensions aussi qui ont accompagné les 2 premières boîtes de Chronologique avec des scénarios supplémentaires. Vous suivez ce modèle-là également. Là, c'est pas de la loca, c'est des jeux que vous créez. Donc, c'est toute petite boîte. Ça fonctionne bien. Vous êtes content de l'impact? C'est généralement pour ce genre de mini-extension, c'est un support de communication aussi pour faire vivre en fait le jeu de base. Alors, les joueurs sont contents, hein, ceci dit, parce qu'il faut quand même jouer avec. Hein. Ah non, bien sûr, non, mais en plus, on travaille les petites boîtes comme les autres, etc. Donc elles ont un vrai intérêt pour les. Ça c'est vrai, mais ça c'est plutôt vraiment pour les fans. Nous, l'intérêt de Chronologique, ce qu'on voit, c'est au-delà de plaire à la communauté qui est la nôtre et qui regarde, etc. C'est aussi effectivement d'aller au-delà pour proposer finalement, encore une fois, une sorte de nouveau Cluedo
Et donc du coup de pouvoir s'adresser à un public large, quoi. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Avec surtout le jeu de base qui, on l'a bien compris, c'est souvent la porte d'entrée sur ce jeu-là. Je crois que je suis en retard sur les votes. Je vous fais voter pour les différents jeux dont on a parlé ce matin. C'est Revenant que j'ai pas, je sais plus où j'en suis. Peut-être j'ai fait. Je vais regarder. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ayar, j'ai pas dû le faire. Voilà. Ayar. Hop. Je me fais voter. En ce temps-là, quelqu'un qui pose. Est-ce que la boîte 4 est déjà prévue et les licences vous feront envie? C'était prévu 3 au départ. Vous pourriez continuer. En fait, c'était pas prévu 3. C'est qu'on a annoncé, c'est qu'on avait travaillé on avait montré dès le début les 3 pour dire que voilà, on aura ça. On montrait, voilà, mais c'était pas l'idée de dire on fera juste 3. Donc non, et on travaille effectivement sur de nouvelles. Il y aura une 4e boîte. Sur de nouvelles, en tout cas, c'est bien possible. On a le thème. C'est bien possible. Non, c'est pas encore défini. Parce qu'il y a aussi des mini extensions à travailler, etc. Donc voilà. En tout cas, c'est pas la fin. C'est pas la fin, voilà, c'est ça. Nous voilà rassurés. Je regarde si j'ai bien fait tous les votes en même temps. Je vérifie parce que. Je suis tellement nul à la chronologie, j'ai honte de jouer avec des gens. Mais c'est vrai. Moi, je suis assez nul aussi, mais bon, c'est pas grave. Hein. On s'amuse quand même. On cherche. Je trouve que c'est un exercice qui va intéresser. Sympa. C'est sympa, voilà. On continue avec les autres jeux qui vont sortir. Alors, il nous en reste quelques-uns à présenter. Deux plus après Mythologie à part, mais si les 2 autres qu'on a annoncés, c'est en World Order. Alors celui-ci, c'est sur celui-là, tu nous as dit qu'il y aura ce modèle de précommande. Tout à fait, qui devrait d'ailleurs pas tarder, sans doute fin janvier à peu près, hein, donc module avec une préco limitée, sans doute 300 sur celui-ci aussi, comme Galactic Cruise, donc un bundle complet, hein, il y a quand même pas mal d'éléments dessus. Donc World Order, c'est le 2e jeu de Hégémonie, donc cette boîte d'édition gréco-chypriote, qui fait la suite de Hégémonie, donc qui était chez Panic. Hein. Voilà, excellent jeu, fait par des gens qui sont en plus, universitaires et qui veulent avoir cette approche un peu plus politique, éducationnelle, académique, voilà, effectivement. Donc c'est très recherché. Hein, donc dans Hégémonie, l'idée c'était de chacun jouer une classe sociale différente. Donc effectivement, ça c'était le premier jeu qu'ils ont fait. Celui-ci, World Order, c'est chacun joue une grande puissance, donc les Chinois, les Russes, les Européens et les Américains. Et alors, à savoir qu'effectivement, c'est noté d'ailleurs dans la boîte, hein, le jeu a été fait et montre l'état du monde en 2000, en tout cas avant les récents événements. Alors, on pourrait changer beaucoup de choses. Il faudra faire une extension. L'extension tous les ans, c'est bien. L'extension Groenland. Oui, l'extension Groenland appartient encore. Ça va être super. C'est ça. On va bien s'amuser. Ouais, ça va être sympa. Mais comment dire, alors je dirais qu'il est un peu plus léger que Hégémonie, surtout dans le sens où en fait Hégémonie c'est très bien, mais c'est très c'est 1h30 d'explication Hégémonie, hein, parce que expliquer, comme chaque faction est extrêmement différente et se joue différemment, chaque classe en fait se joue, donc la symétrie est très forte. Là la symétrie elle est moins forte, elle est évidemment présente, mais là la différence elle est simplement que si on joue l'Europe ou si on joue les États-Unis ou la Chine, on a simplement les mêmes éléments, les mêmes productions de technologie, etc., mais en fait des curseurs qui sont différents. Mais finalement on explique pour un peuple, pour une nation, et finalement c'est valable pour tous, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu plus léger en termes d'explication, c'est on va dire 3/4 d'heure, 1 heure d'explication. Et par contre la partie, voilà, c'est un gros jeu, ça dure 3 heures, c'est pas sûr. Enfin moi j'adore ce genre de jeu aussi, hein. Ce n'est pas un jeu d'affrontement, donc il y a pas de, même s'il y a des tanks, etc., on va pas aller taper sur l'autre, c'est d'abord un jeu de majorité en fait en termes de mécanique, hein. Donc voilà, donc on va aller chercher, on va faire on va aller, faire des coalitions avec certains pays, essayer de se positionner sur des continents, etc. Franchement c'est génial, ouais, c'est très... Voilà. Je vous lis vos commentaires. On a Pénélope qui vient d'arriver, qui crie Ayar, et qui a envie de jouer davantage à World Order que Hégémonie. On a d'autres commentaires. On a Trollito qui nous dit Hégémonie est plus compliqué en effet, mais tellement bien quand tous les joueurs connaissent les règles. Super, hein. Moi j'ai joué sans que personne connaisse les règles. On a joué en 15 minutes, c'est l'avantage, mais par contre c'était pas fou, effectivement. Ça n'a pas plu à certaines personnes. Non, c'était pas incroyable. Warlordon me donne énormément. J'ai un doute à 3 joueurs. Envie, j'imagine, mais j'ai un doute à 3 joueurs. Le mieux c'est 4, enfin moi je n'ai joué qu'à 4 joueurs. Et les enfants sont encore trop petits. Ah oui, en dessous de 5 ans je vous le déconseille. Mais à 3 joueurs il y a quand même le quatrième, qui est généré, etc. Bon, ça fonctionne aussi à 3, hein, clairement, effectivement. Le mieux ça reste quand même effectivement
4, hein, ça je pense que... On va envoyer la boîte au chef d'État, nous dit Philippe, Tapis Moquette, et celui qui gagne aura un Esquimau. Voilà. L'humain ou la glace. Ça dépend. Ça dépend qui gagne, ouais. Est-ce qu'il y a un mode solo dans la version française de World Order ? Comment il pourrait y avoir un mode solo sur un jeu comme ça ? En tout cas, dans la géopolitique actuelle mondiale, il y a un mode solo. C'est les États-Unis qui y jouent. C'est ça. Une personne même en l'occurrence. Voilà pour World Order, forcément on est curieux d'y jouer. Alors là c'est le genre de jeu sur lequel je suis vraiment curieux et j'aimerais bien voir une partie. Ah ouais, écoute, ça arrive ça bientôt. C'est du défi. Filmer une partie d'un jeu comme ça demande une organisation, une connaissance du jeu, une équipe pour le faire. Il y a un vrai défi autour de ça. Mais il y a une interaction, ce qui est... C'est là-dessus. C'est thématique, pardon. Ouais. Oui, et c'est là-dessus peut-être qu'un format live pourrait être pertinent par rapport à un format enregistré, parce que les interactions avec les gens derrière, est-ce que les gens regarderaient ça ? J'ai un doute, un énorme doute, mais par contre ça serait plus pertinent en termes d'interaction. Ça, oui, il y a des gens qui regarderaient, mais ils ne seraient pas nombreux sans doute. Life of Amazonia, j'attends ce jeu avec impatience. Vous allez voir un cri apparaître sur le chat. Je le sais, je le sens. Celui de Rachel, c'est ça ? Je ne sais pas, je vous laisse la surprise. Ah oui, moi je l'écris bientôt. Life of Amazonia, donc un jeu qui est publié chez un éditeur qu'on connaît un petit peu, Bad Comet. Tout à fait. On en a parlé un peu sur quelques jeux ces derniers temps, et c'est leur premier jeu, celui-ci. Ah non, mais c'est Wondrous Creatures. Je crois que Life of Amazonia est sorti avant Wondrous Creatures à l'origine. En termes de... Je suis pas sûr. Hein. Moi, c'est ce que je l'avais retenu. Mais alors après, je dis tellement de bêtises que c'est possible. En tout cas, je sais plus. Il me semble que j'ai pas entendu le contrat, mais peut-être je me trompe. Mais bon, en tout cas, c'est le même éditeur. C'est un éditeur coréen. Et c'est... en fait, à l'origine, on avait... c'est marrant, c'est dans une discussion ASN avec un partenaire allemand qui fait en l'occurrence les deux, qui m'a dit tu vas regarder Life of Amazonia, c'est vachement bien, etc. Donc c'est comme ça que finalement j'en ai reparlé à l'éditeur. On a testé le jeu et effectivement le jeu est vraiment très bien. Alors ça n'a rien à voir, même si c'est un thème nature, donc enfin, ça dit Wondrous Creatures, c'est pas tout à fait nature, c'est comme nature ou fantastique. Mais là, c'est vraiment les animaux. Là, pour le coup, c'est purement nature. Mais c'est avec une mécanique, la mécanique de backbuilding dans le jeu fonctionne vraiment hyper bien. C'est vraiment très très bien fait. C'est très agréable. Alors, on construit effectivement on construit, donc il y a des terrains qu'on va assembler, on va ramener des animaux. Tout est, enfin, le cœur de mécanique que j'aime beaucoup, backbuilding. J'aime beaucoup Orléans notamment évidemment. Mais c'est moi aussi. Et j'ai pas joué tant de jeux backbuilding, je trouve, qui était vraiment bien fait. Celui-ci, je trouvais que c'était vraiment bien fait. La tension est parfaite, les choix sont là, c'est très agréable, très très agréable. On a un très chouette qui arrivera cette année, mais j'ai pas le droit d'en parler. De backbuilding. Que j'attends avec impatience énormément. C'est une de ces mécaniques vraiment sympa, je trouve. Si, enfin, les charlatans de Belcastel, c'est vraiment génial aussi. C'est Cascadia avec un backbuilding. Alors Rachel, elle y a joué, elle a refusé de m'y faire jouer. J'ai dit, fais-moi jouer Rachel. Non, j'ai du montage à faire, faut que je prépare des émissions, tout ça. Oh là là, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Par contre, elle m'a dit, j'ai joué pendant 3 heures sur la première partie, je sais pas comment elle a fait, mais il est... Donc il y a un nouveau Cascadia qui arrive avec un... Non, ce Life of Amazonia. Ah oui, pardon, oui, d'accord. Les parties sont assez longues. À 4, oui, ça peut aller entre 2h30. Nous, on a joué en 2h45 à 4 pour la première partie. Ouais, donc c'est ça. Voilà. Mais oui, ça reste un assez gros. C'est vraiment du niveau de Wondrous Creatures en termes de difficulté. Voilà. C'est initié plus, enfin expert léger, on va dire. Ouais. Enfin, ces termes sont un peu... Je me traite de mytho. Non, elle est toujours partante pour jouer, c'est moi qui ai moins de temps. Mais ça va venir, ça y est, on y arrive. On va y arriver à trouver du temps. Life of Amazonia, donc on l'attend avec impatience. D'ailleurs, cet éditeur a sorti un autre jeu aussi. Que moi, j'ai très envie de découvrir également. Jeu de pose de tuiles, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça qui est... alors qu'on ne fait pas, mais c'est un jeu de pose de tuiles. Que pour l'instant, personne ne fait. Je ne sais pas, mais qui est très sympa. Voilà, c'est... avec des coraux, des poissons, on y a joué 2-3 fois. Ouais, je suis curieux de le découvrir. Alors, j'ai envie d'y jouer à ces deux jeux-là. Donc c'est pour quand Life of Amazonia ? Life of Amazonia sera pour cet été. Cet été. Tu m'as annoncé un truc qui va faire réagir évidemment les gens qui nous regardent parce qu'on a l'habitude. Étant donné le titre, vous avez prévu de le sortir que sur Amazon pour les... Je me lance des trucs. Là, si les gens nous prennent au premier degré, tu vas avoir des réactions. Je te les transfère. Non, pas du tout. Il sera pas sur Amazon.
Mais non, il ne sera pas sur. À tort pour Shad aussi, moi je vous l'ai dit. C'est vrai Philippe. Il y a des qu'il était débats très qui partant. sont publics. Ouais, non, c'est vrai. Oui, non, mais on a hésité. Moi je l'ai vu en tête des. Je sais plus sur quelle chaîne. J'ai regardé un peu les tops des Américains sur leurs jeux préférés de 2025 et il y a une chaîne. Peut-être vous retrouverez laquelle, où leur jeu préféré c'est Shad aussi. Et en disant oh bah vous avez aimé ce type de jeu, les jeux de pose de tuiles, les Cascadia et autres, on est encore dans la même catégorie, bah allez voir. Et du coup ça m'a donné envie. Ouais, moi, ça mange. Il y a eu pas mal de jeux de pose de tuiles ces derniers temps, des très bons. Donc voilà, moi je me dis, je sais pas si le jeu. Pour moi, il faut vraiment que le jeu de tuiles soit vraiment particulier, qu'il y ait quelque chose de différent, qui apporte vraiment quelque chose. Voilà, le jeu est très bien. Moi je trouve qu'il n'y a pas suffisamment ce petit truc différenciant. Oui. Voilà, on peut pas tout faire non plus. Hein, clairement, on peut de toute façon pas tout faire. Ouais, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est la fin de cette émission. Ouais, je laisse Philippe. Fin d'émission. Hein. Je demande juste à Philippe si tu peux répondre à Cannes, parce que, sur ce qu'on aura, parce que j'ai vu des questions sur quels jeux seront jouables à Cannes. Quels jeux seront présents à Cannes? Mais bon, en gros, rapidement, évidemment, mythologie et chronologie qui seront évidemment les deux plus représentés, mais il y aura quand même possibilité, il y aura Ayar, il y aura Life of Amazonia un petit peu. C'est plus facile aussi, mythologie World Order aussi. Et chronologique, c'est plus facile de les faire jouer à Cannes, parce qu'un World Order, tu nous l'annonces sur Cannes, donc. Ouais, il y aura quand même il y aura une ou deux tables. Ouais, pour faire de la com, parce que les gens vont rester à un diplôme sur cette boîte. Je sais. Et l'explication des règles, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est toi? Ouais, mais c'est pas plus long qu'un Thésaurus, c'est un gros jeu, hein. C'est 3 quarts d'heure, 1 heure. Bon, voilà. Non, c'est pas moi, non, c'est sûrement pas. Mais, c'est Bernard qui fait les explications des règles, qui est super, hein, Bernard. Mais venez que pour l'explication, installez-vous, prenez du popcorn. Ça va durer 3h45 pendant l'explication et vous allez passer un excellent moment. Vraiment, j'adore Bernard, donc vous passerez un très bon moment. Mais par contre, ça sera l'objectif en lui-même. C'est ça. Mythologie, allez, quand même, on continue un peu cette émission parce que je vous ai pas beaucoup fait parler. On arrive sur la meilleure partie de l'émission. C'est la meilleure partie de l'émission parce que c'est le jeu qu'on attend aussi avec Baudelaire. Il est juste là derrière. C'est un jeu, c'est pas si expert que ça, mais c'est très initié quand même. C'est un jeu dans lequel nous allons manipuler les cartes et faire de la combo du tableau de cartes. Qui m'en parle? Nous deux. C'est un jeu d'exploration de combos, j'aime bien le dire, parce que c'est pas un genre existant. Il y a des gens qui disent merci pour l'émission, ils s'en vont en fait. Très bien. Bon, non, restez un peu. Du coup, on est effectivement sur un tableau building, et encore une fois, c'est assez différent des tableaux building dont vous avez l'habitude, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de remplir son tableau pour marquer des points, notamment. On doit construire d'une certaine façon, avec certains objectifs en tête. On n'est pas obligé de maintenir la construction. Mais il y a surtout tout cet aspect open draft. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout un aspect dans lequel on va drafter des cartes de différentes mythologies. Alors, c'est ce qu'on voit dans la boîte. Hein. Là, ici, je montre en même temps les éléments. Là, ce que je montre directement, dans ces petites boîtes qui sont très élégantes, on a des mythologies différentes. On ne joue pas avec toutes à chaque partie. Non, on joue avec 4 mythologies sur les 8 de la boîte. Ce qui fait, je précise, 70%. Il y a quand même 70 setups différents. C'est top. Juste setup. Juste setup, juste sur cette partie-là. Je précise parce que c'est quand même un point extrêmement important du jeu, c'est quand même la rejouabilité. Quelque part. Oui, et puis vous jouez pas la même partie à chaque fois parce qu'il va falloir vous adapter à ce qui se passe. Alors déjà, le choix des mythologies, ça va pas être les mêmes à chaque fois, mais aussi les plateaux, parce que vous allez placer des plateaux et en fonction de ces plateaux, regardez. Il y a une phrase qui n'est pas finie là sur ce plateau-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Maxime? Pourquoi la phrase n'est pas finie? Donc chaque mythologie va avoir son plateau comme celui-ci. On en prend 4 par partie. On assemble les 4 plateaux des 4 mythologies prises. Et donc en les assemblant, on va former 2 phrases qui vont être les 2 objectifs de la partie. Donc je prends n'importe quel plateau, ça marche. De toute façon, toutes les combinaisons possibles. Là, j'en prends un, n'avoir aucune dent, enlève son pantalon. Enlève son... ça marche. Tu t'es trompé de jeu. N'avoir aucune créature dans une diagonale au choix. Pardon. Donc ça va être les objectifs de la partie, des objectifs sur la construction de notre tableau, qu'il va falloir respecter à un moment précis de la partie. Et donc, ces 2 objectifs vont être prépondérants sur le scoring de fin de partie et vont guider un peu la direction que va prendre la partie. Donc, on a 840 possibilités d'objectifs différents. Les mathématiciens sont heureux. Voilà. Parce que tout est juste. Pardon, je t'ai coupé.
Michael, mais je te laisse continuer. Tu étais en train de nous le pitcher magnifiquement, mais comme on montrait le matériel, j'avais envie de le montrer mieux. Pour moi, c'est la suite logique, il n'y a pas de problème. Il y a 8 mythologies. On a voulu avoir des mythologies qui, certes, étaient connues, hein, comme les Grecs, etc., qu'on croise un peu partout. On a aussi voulu présenter des mythologies, du coup, quitte à avoir un jeu sur le thème des mythologies dont personne ne parle, les Zoulous notamment. Oui. On en a quelques autres. Les Chinois, mythologie chinoise, mythologie hindoue, qui sont moins connus. Qu'on voit rapidement dans certains jeux, mais pour autant pas plus que ça. Je vous en ouvre une, parce que du coup on a envie de voir les Zoulous. Ouais, donc le but c'était vraiment de couvrir un peu tous les continents, toutes les cultures, et non pas concentré uniquement autour du bassin méditerranéen, l'Antiquité, tout ce qu'on a tous étudié. Voilà, là on espère faire découvrir de nouvelles cultures. C'est pour ça que de façon volontaire, on n'a pas mis par exemple les deux mythologies que sont la mythologie romaine et japonaise, qui sont des mythologies extrêmement, on va dire, populaires. Ou les Amérindiens, il y a d'autres mythologies plus connues qu'on n'a pas mis. Ça vous laisse du stock pour des extensions. Voilà, c'est sûr. Qui pourrait déjà être quasiment. Pourrait être déjà peut-être en développement. mais pour autant, on va bien sûr attendre la sortie du premier jeu pour voir comment ça se passe. Ça dépend de vous qui nous regardez, mais ça sent bon, hein, je trouve, parce que c'est vrai que le jeu a déjà beaucoup tourné, vous l'avez accompagné depuis un moment. C'est celui-là qui était présenté chez les joueurs du dimanche dans leur tournoi. Tout à fait. Donc ça a commencé l'été dernier. Depuis PEL, on a commencé à ça. Oui, mais la vidéo de Max Hildan, c'était à rentrée plutôt, fin d'été. Oui, c'est ça, voilà. Donc on a commencé... C'est bien, c'est chouette de défendre un jeu comme ça. Alors le jeu aussi, alors il se trouve que les deux auteurs ici sont extrêmement actifs, globalement, et notamment sur Discord, et le jeu effectivement a d'ailleurs été énormément testé, avec une communauté de testeurs importante, donc ce qui a aussi permis aussi de valider, surtout sur des jeux comme ça, simplement la balance, et puis l'équilibrage, donc voilà, ça c'est aussi été... D'ailleurs, on peut dire au passage, je ne sais pas si on a, mais remercier et saluer tous les testeurs qui sont venus. Là, le travail est colossal en termes de tests, parce que ces 8 mythologies, on l'a bien compris, elles sont toutes différentes les unes des autres, ça va créer des interactions et quelque chose qui va... des parties qui ne vont pas être les mêmes, tout simplement. Mais surtout, comment on fait pour tester? Vous me l'avez dit, c'est combien? 70 configurations possibles. Vous avez fait les 70 ou c'était pas nécessaire? Alors on a largement fait les 70 playtests, mais on n'a pas coché à chaque combinaison. C'est plutôt à force de rejouer, on appréhende un maximum de synergie. Puis à force de connaître le jeu, on voit aussi ce qui peut être buggé avant même forcément de rencontrer le cas. Quel boulot! Mais oui, on s'est entouré d'une petite équipe quand même de testeurs pour couvrir tout ça. Il y en a qui ont fait plus de parties que nous quand même. Dont certains vraiment assidus. On a des pros du TCG, du combo, et qui regardent le plateau et qui imaginent déjà les 70 possibilités avant d'avoir commencé à jouer. Il y a des joueurs plus doués que d'autres, effectivement. Et ça aide beaucoup. Ça c'est important. Et puis donc vous êtes entouré aussi pour avoir, parce que ces thématiques elles sont importantes. Là je suis toujours avec mes Zoulous, moi j'aime bien les Zoulous, en plus on découvre des noms. Ah oui, ceux-là. Inpun Doulou, une Yengarou, ça existe en Zoulou, des Yengarou, je ne savais pas. Unwabu, Tupu du cul, Shembe, Mwelinglang, Kanji, on apprend le dieu de la sagesse Zoulou. Ah c'est vrai, pardon, je me suis trompé. Avec à chaque fois des créatures, donc ça ce sont les créatures, et puis les dieux qui sont présents, il y en a 4 à chaque fois, les créatures elles sont en 3 exemplaires chacune. Oui, il y a 6 créatures en 3 exemplaires et 4 dieux uniques dans chaque mythologie. Donc au total il y a 18 cartes de créatures, donc 6 uniques, plus donc chacun en 3 exemplaires et 4 divinités. Donc, voilà. Des cartes uniques par mythologie. Donc 80 cartes différentes, 80 effets différents à comboter. C'est ça. Et on a continué jusqu'à l'impression du jeu à reprendre les choses. Quelqu'un me demande ce qu'on a fait depuis Paris et Ludique. On a repris le timing de certaines cartes. On a repris l'équilibrage entre certaines mythologies pour que quand certaines sortent au tour 1 notamment, elles soient plus intéressantes à prendre. On a retravaillé l'iconographie, le wording, on a refait des passes un peu sur tout. On a préparé la fac avec les questions les plus fréquentes sur chaque carte. On est revenu mine de rien parce qu'on est arrivé à PEL avec une version dont on était assez confiant. Et on est quand même revenu avec une petite checklist qui nous a occupé un petit moment, et c'est bien d'avoir eu l'occasion de faire PEL avec une version pré-prod, parce que derrière on a pu corriger plein de trucs. Mais c'est un jeu vraiment qui
qui doit, je dirais, vraiment être joué et rejoué. Faut vraiment comprendre l'intérêt du jeu. Acheter et réacheter. C'est vraiment... Justement, et pour le coup, c'est facile parce que le jeu est court. Et donc en fait, on peut largement enchaîner les parties. On parle de 10 minutes par joueur. Il y a Et 4 on manches ne dans le ment jeu. absolument pas. C'est vraiment dit. C'est ça. 4 manches dans le jeu, Voilà. 2 phases, une des phases est en simultané, donc même à 4, la partie elle dure 40-45 Voilà. minutes. Ouais, maximum. Et en fait, dans une partie, vous draftez 8 cartes, vous draftez 4 fois 2 cartes. Donc vous allez prendre 8 cartes, jouez vos 8 cartes, fin de la partie. Alors je vous montre quand même, parce que là, c'est difficile d'expliquer le jeu et ça va être très très compliqué de vous l'expliquer comme ça avec le matériel. On va pas rentrer dans les détails, mais simplement. Oui, Au ça début prend du des jeu- cartes slivées, pardon. Ça fera les cartes slivées. Au début du jeu, vous avez 4 plateaux que vous avez composés avec vos 4 mythologies qui sont posées sur la table. Donc, je vous montre les 4 plateaux. Ils sont comme ça et ils vont tous se comporter de la même façon. Tiens, je vais le réorienter différemment pour vous montrer celui-là au-dessus. Hop. Merci d'avoir édité. Et alors, ce plateau, sur chacun d'entre eux, vous allez avoir, pas au début de la partie d'ailleurs, mais bon, peu importe, vous allez avoir plus tard dans la partie un dieu qui sera posé là-haut et 3 créatures qui sont posées en dessous. Et à votre tour de jeu, chacun, il y en a une carte centrale, je sais pas où elle est. Les cartes centrales, les 4 petites cartes, elles doivent être là. Il n'y a pas de tour de jeu, j'ai mal parlé déjà. Je pense que ça vous a fait réagir en disant mais il dit n'importe quoi, quel abruti. Vous avez une carte qui va vous indiquer où vous allez jouer en fonction de votre couleur. Chaque joueur a une couleur et donc c'est un peu simultané cette phase-là. C'est chacun va pouvoir se positionner en fonction de cette carte qui est tirée, chacun avec son pion. Le joueur qui joue rouge va avoir l'occasion de dire s'il choisit de prendre une carte sur ce côté et donc, en là, haut. J'ai pas mis les autres cartes, mais il y en a partout. Hein. Il va pouvoir nous indiquer s'il va jouer une carte, s'il va ramasser une carte sur ce petit plateau-là. Et chacun le fait en même temps, ce qui fait qu'on est tous actifs, on est tous en train de réfléchir. Il y a plusieurs façons de jouer, vous me l'avez dit hier. Vous conseillez à la première partie de ne pas faire attention à tous les pouvoirs, c'est ça ? De se concentrer sur la partie du jeu qui nous est assignée, Ouais. parce que c'est bien de lire toutes les cartes. Hein. Beaucoup d'infos. Hein. Mais il y a beaucoup d'infos au tour 1. Après, comme certaines créatures se répètent, et comme les cartes qui sont déjà sur le plateau et qui n'ont pas été prises vont rester, ça fait moins de lecture sur les tours suivants. Mais, voire même on peut stratégiser autour, mais du coup ça fait que il y a beaucoup de cartes à lire, autant lire son plateau, puisqu'on ne sait pas si on va pouvoir accéder, quand on accédera au plateau par exemple nordique que tu as en bas à droite, Ouais. on ne sait pas si on aura encore la carte qui aurait pu nous intéresser de disponible, peut-être que quelqu'un l'aura pris avant. Et donc il y a moins d'intérêt à se concentrer sur les plateaux qui ne nous sont pas encore assignés, à moins d'avoir déjà monté son plateau, ce qui en général se fait sur les tours suivants et pas forcément sur le tour 1. Voilà, donc je ne suis pas rentré trop dans les détails, je ne veux pas rentrer trop dans les détails dans cette émission-là. Le but, le principe aussi de cette explication, c'est de vous dire que vous allez récupérer des cartes, vous allez les poser sur votre plateau. C'est pas un plateau, d'ailleurs, on pose devant sur notre Si, si, on a c'est un un plateau, pardon, c'est excusez-moi, notre plateau personnel. Je vous montre le plateau personnel. Hop. Vous Le allez le panthéon poser personnel. sur votre panthéon personnel qui est en 3 zones, la zone céleste, la zone centrale, et puis je suis un peu L'abyssal. l'abyssal tout simplement. Donc ça va évoluer. Elles vont pas forcément rester tout le temps. Il va y avoir de la dynamique, de la construction de tableaux. Il y a surtout des analyses à faire. Et ça, c'est vrai que les joueurs qui aiment bien ça, regarder un jeu en début de partie, l'analyser, se concentrer. Moi, je suis plutôt comme ça. Hein. Tu vois, tu me dis, lis pas toutes les cartes. J'ai Ouais, plutôt mais- envie de lire toutes les cartes au Ouais, début pour ouais, me dire, ouais, je vais mais partir dans cette direction. Ça se comprend. Ça se comprend, mais ça se mais ça comprend, fait hein. plus de lecture. Voilà. Bah oui. C'est normal. Une fois qu'on l'a fait, justement, Oui. ça va. Après, ça va plus vite. C'est un conseil de première partie. Ouais. Après, on connaît un peu plus les cartes. Voilà, ça sort quand ? Donc ça sort le 13, vendredi 13 mars, si je ne m'abuse. Enfin, en tout cas, le vendredi de, je crois que c'est 13, ou Mais le 16, je ne sais plus. Et il sera en avant-première sur Cannes, donc avec les auteurs qui sont là. ouais. Et donc je tiens quand même aussi à souligner le travail d'illustration de Oui. Arthur Bocard, Oui. donc Qui est incroyable. illustrateur c'est son premier jeu, c'est un illustrateur aussi, il travaille dans le jeu vidéo. Il est concept artiste dans le jeu vidéo. Concept artiste exactement dans le jeu vidéo, extrêmement talentueux, Bah oui. extrêmement en plus très consciencieux aussi, il y a énormément de détails dans chaque mythologie, enfin, il y a vraiment beaucoup de travail, voilà, donc voilà, donc ça c'est Arthur Bocard qui sera d'ailleurs là aussi à Cannes, et Tu m'as dit qu'il avait travaillé sur Génie comme jeu ? Non ? Tu m'as dit c'est un illustrateur de génie ?
Je tente des trucs, je la garde pas celle-là. Je la garderai pas au montage. Je crois que j'étais en train de chercher le jeu de mots avec Bocard, mais non, je me suis trompé. Non. Mais c'est bien que tu ris à l'avance. Ouais, ouais, Au oui, cas oui, où, non, mais au cas où, je te connais, oh, dis n'importe je sais quoi, que je vais c'est rire ça, et puis on drôle, verra bien c'est ce qui ça, se ouais. passe. Mais voilà. Et voilà. Dans le dernier, enfin, je ne sais pas si vous voulez rajouter juste un point aussi, dire qu'il y a un professeur d'histoire, donc spécialisé dans les mythologies, à qui on a envoyé toutes les illustrations pour s'assurer que les représentations étaient conformes à ce qui était généralement accepté, Oui. etc. En dehors du point de vue artistique. Parce Oui, que bien sûr, bien bien sûr, sûr, il y a des choix artistiques. Exactement, il y a des choix qui- artistiques, mais par contre, il y a quand même des éléments qui sont importants dans le symbolisme. Je remonte des cartes parce que Voilà, c'est- donc, c'est trop choix choix. corrigé 2-3 trucs. On a pour corrigé, vraiment dire on a que corrigé c'était pas- quelques C'est des trucs, dieux qui bien ont sûr. réellement existé, c'est vérifié. C'est ça. Non, oui, non, on a parlé avec eux récemment. Non, mais comme c'est quand même chargé de Ouais. symboles, c'est quand même important de garder ça, bien sûr. Donc, Oui, regardez, là on a les Égyptiens, donc vous avez Isis, Anubis, Ra, Tibidibidi. Tous les- Osiris. C'est la suite de Ra dans la chanson de. Ah oui. Ah bah, c'est ça. Non, mais ils connaissent pas. La minute culturelle va être intéressante. Bon, je crois qu'on y arrive sur la minute culturelle, comme vous l'avez dit. Je vous ai fait voter pour ce jeu. On jette un petit coup d'œil sur vos votes. Hop, quels sont les jeux que vous avez mis particulièrement en avance? On se connecte sur le site. Vous voyez que vous pouvez participer encore et en replay toujours, puisque les votes continuent. Derrière, nous, on fait le bilan plus tard. C'est Mythologie qui arrive en tête de vos votes parmi les jeux présentés par Super Meeple lors de cette matinale, suivi de Life of Amazonia, Ayar, Chronologique Babylone 2500 et Tikal Legend en 5e position. Merci à tous ceux qui participent et qui donnent de la valeur à nos matinales. C'est le moment de la minute culturelle. Je ne sais pas ce que vous allez nous proposer d'ailleurs dans cette minute. Je vais découvrir en même temps. On commence par qui? Ah bah, allez-y. Allez, vas-y. Ou sinon- Ou toi Ouais, bah, bon. Merci. Vas-y, Max. Alors moi je vais rester dans l'univers de l'animation japonaise, Oui. après vous avoir parlé de Death Note et Senseiya. Donc là je vous parlais d'une réalisatrice japonaise qui s'appelle Mari Okada, Oui. qui fait des longs métrages un peu comme le fait Miyazaki avec les films Ghibli, ou Makoto Shinkai qui a fait Your Name et Les Enfants du Temps, et qui est un peu la relève. Et donc elle, c'est un peu le troisième nom de la scène de l'animation japonaise, et elle a fait des longs métrages donc moins connus, Oui. et que je vous invite à aller voir, notamment il y en a un qui s'appelle Maquia, M-A-Q-U-I-A, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un peuple où les gens vivent quelques siècles, un peu à l'image des elfes qu'on a dans nos légendes européennes, qui un jour va par des événements impromptus intégrer le monde des humains normaux. Et il va y avoir toute une histoire de vie sur comment elle s'intègre et comment on se construit au milieu de vie éphémère, comment on se construit soi, comment on construit une famille. Et le film est hyper émouvant, très bien fait, très très beau. Voilà. Et elle a fait un deuxième aussi, qui est moins connu que celui-ci, mais que j'ai beaucoup apprécié, et qu'on trouve sur Netflix, qui s'appelle Maboroshi. D'accord. Et où ça se passe, pardon, micro, ça se passe fin du XXe siècle, dans une ville industrielle japonaise, où toute la ville tourne autour d'une aciérie qui est un peu en ruine, enfin en tout cas en fin de carrière, et il va y avoir un petit cataclysme autour de cette usine, et derrière on va partir sur des métaphores assez profondes sur... alors forcément ça va être un peu fantastique, il va y avoir un dragon qui apparaît, voilà, des choses un peu hérissantes qui vont faire que ça va être un beau film grand spectacle, un beau film d'aventure. Mais derrière il y a toute une métaphore sur les problèmes sociétaux du Japon, sur les générations sacrifiées au nom de la reconstruction du pays, sur est-ce qu'on peut prendre son indépendance, jusqu'à quel point on peut être libre de ses choix, et voilà, et c'est vraiment comme ça une histoire qui va livrer tous ces éléments petit à petit, et du coup le spectateur est pris dans la compréhension et la découverte de l'histoire et des événements qui entourent cette ville au fur et à mesure, et tout se dévoile à la fin, voilà, sans vous la spoiler. Et vraiment un film qui n'a pas fait de bruit, et qui a été une excellente surprise pour moi. D'accord. Voilà pour les conseils culturels de Maxime. Tu as des conseils culturels à nous donner, Michael? Côté livre, maintenant ça date un peu, mais ça reste un auteur que j'apprécie toujours beaucoup, même si il est décédé entre temps. C'est Terry Pratchett, qui a fait toute la saga du Disque Monde. Ah, pardon. Qui est extrêmement connu pour cette saga.
un auteur anglais qui a continué à écrire alors même qu'il avait Alzheimer. Il y a certains de ses livres qui ont été adaptés en téléfilm d'ailleurs. Et je trouve vraiment l'auteur excellent, qui a été très bien traduit en plus en français parce que c'est un type, c'est de l'heroic fantasy un peu humoristique. Oui. Et le traducteur français est exceptionnel aussi, a réussi à adapter des blagues inadaptables. Enfin, c'est vraiment un gros travail d'adaptation derrière. Pour les bouquins, il y a beaucoup de bouquins à lire, ils sont tous excellents. Il y a eu du jeu vidéo, adapté d'ailleurs des livres de Pratchett. Du vieux jeu vidéo point and click. Je dis vidéo, mais plateau aussi. Oui, on a un peu de c'est vrai, tout à fait. Il y a eu les sorcières et Bienvenue à Ankh-Morpork, c'est ça? Ouais, le Disque Monde, je crois qu'il y a eu également quelque chose dessus, si je me souviens bien. Il y a eu 2 jeux de rôle un aussi. peu chaotique d'ailleurs, des jeux de société un peu chaotiques parce que peut-être ça correspond à son univers. Quel est ton conseil culturel, Charles Amir? J'ai hésité, mais bon, je vais rester dans la culture geek un petit peu. Mais pour le coup, c'est du jeu vidéo, parce que je suis aussi passionné du jeu vidéo que de société. Et bon, je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais c'est la sortie. Il y a un jeu qui est sorti il y a quelques mois que les gens connaissent pour la plupart. Il s'appelle Ark Raiders. C'est un jeu de Embark Studio qui a notamment gagné le Game Awards en jeu multiplayer. Qui est un jeu qui est qui est vraiment brillant, qui est déjà extrêmement bien fait et qui donne, c'est ce qu'on appelle un extract shooter, hein, c'est-à-dire que on va effectivement, ça peut se jouer de 1 à 3 et en fait on va à la surface. En fait, le monde est dominé par les robots, etc. On va à la surface et on doit récupérer des ressources, faire différentes choses, etc. et revenir et donc se battre certes contre les robots, mais aussi potentiellement, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est c'est potentiellement les autres joueurs. Et en fait, le jeu, ce qui d'ailleurs a fait le succès du jeu, je pense, c'est le côté un peu expérience sociale sur lequel d'ailleurs sont penchés pas mal de chercheurs, parce qu'en fait, lorsqu'on se retrouve sur une map à un moment donné, donc sur un temps qui est limité, hein, d'accord, dans les 30 minutes, donc on a une équipe si on joue en duo par exemple à 2, il y a d'autres joueurs qui vont être présents sur la map, et en fait la rencontre avec les autres peut être aussi bien conflictuel, on peut très bien donc avoir le côté où on se tire dessus, ou alors le côté collaboratif ensemble qu'on va et ça dépend de comment les gens vont réagir, en fait, mais sans but précis, juste ils s'amusent et déjà quelqu'un c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution aussi depuis le début du jeu. Et tout à fait, Pénop a tout à fait raison, je vois que tu connais le jeu. En fait, on ne sait pas comment vont réagir les autres, donc il y a toujours une sorte de méfiance de démarrage qui fait qu'on ne sait pas. Et ce petit moment, et cette petite tension était vraiment très amusant. Alors du coup, il y a énormément de traîtres qui vont dire oui, moi je suis ami, il n'y a pas de problème, dès que tu tournes le dos, ils te mettent une balle, ou des choses comme ça, et ça c'est extrêmement drôle. Et effectivement, alors ce qui est vrai sans doute, ce que dit le CEO de Embark Studio, c'est qu'il y a un principe de matchmaking, c'est-à-dire qu'en fait ils mettent des joueurs qui ont une tendance un peu agressive ensemble, quoi, donc c'est-à-dire que si on a tendance à être plutôt agressif avec les autres joueurs, on va se retrouver dans des serveurs avec d'autres joueurs qui sont plutôt agressifs, et ça c'est vachement intelligent. Enfin, j'en ai jamais entendu parler, c'est fou, hein, comme je passe à côté de plein de trucs. Exactement, les ramen, non mais je vois que Pénélope, disons, faudrait qu'on en parle. Elle est plus au point que moi. Je sais qu'il y a des jeux vidéo aussi, mais exactement, alors c'est les rats, effectivement, ceux qui t'attendent à la sortie, parce que c'est un extract shooter, donc à un moment donné il faut sortir, donc il y a certains points de la map où tu dois sortir, et lorsque et là il y a des mecs qui t'attendent dans un fourré pour au moment donné où tu sors, normalement avec quand même du loot, donc avec des choses ils te shootent pour te récupérer ton loot. Franchement c'est brillant, le jeu est brillant, et je suis content qu'il ait gagné le Multi Awards. Enfin, le jeu a fait un carton, donc voilà. Je serais curieux, moi, de découvrir tout ça, parce qu'en vrai, j'aime bien, c'est juste le temps qui me manque. Toi, t'arrives à trouver le temps de te faire du jeu vidéo? Le soir. Essentiellement, moi, je suis plutôt la nuit. Je préfère me coucher tard que se lever tôt. On peut faire les deux, tu sais, moi j'expérimente ça actuellement. D'où les siestes, je vous conseille. 7 siestes de 15 minutes par jour. Donc oui, non, le jeu vidéo, en tout cas, c'est... Voilà.
Voilà pour les conseils culturels pour terminer cette émission. Si vous regardez cette émission en replay sur YouTube, normalement j'ai flouté tous les dès qu'il y a de la vidéo, en fait on peut se faire striker, donc je suis obligé. Ah, c'est vrai. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait se faire striker 3 jours après la diffusion de la vidéo. Je sais pas ce que peut-être que YouTube a modifié, il vérifie plus dans la seconde, parce que moi je comptais sur le fait qu'il me dise tout de suite, ouais, moi ça je veux pas le laisser passer. Mais oui, parce que les images elles appartiennent aux éditeurs. Alors sur les jeux vidéo, j'espère que non. Mais malgré tout, je prends plus de risques. Tous les youtubeurs qui reprennent des vidéos. Oui, c'est pour ça. Etc. Sur les jeux vidéo, j'espère que non, mais sur les animés qu'on a présentés juste avant, souvent les images sont pas libres de droit, tout simplement, parce que même si c'est du trailer, c'est bizarre. C'est du trailer, c'est fait pour être diffusé. Ouais, c'est ça. Mais en fait, comme ils ont protégé toutes leurs vidéos pour surtout pas que quelqu'un s'amuse à la diffuser sur YouTube, si l'algorithme découvre, si les robots découvrent qu'il y a un problème, que cette vidéo-là, elle appartient à un film, ils vont dire bon bah cette vidéo, vous n'avez pas le droit de la diffuser. Et juste là, c'est pas un strike où ils t'enlèvent ta publicité pour ta monétisation. C'est un strike où il t'interdit de diffuser la vidéo. Donc c'est un peu violent des fois. Ça m'a tué une vidéo comme ça où j'ai dû couper la séquence. Et derrière, elle était morte. Elle était plus mise en avant par YouTube. Ouais, mais sur c'était sur Pluribus d'ailleurs, Pénélope. J'ai diffusé un extrait Pluribus, le fais pas sur YouTube, tu sauras. Il a fallu que je coupe la séquence. C'est comme ça. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci bien. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. On a fait une très chouette matinale, un peu longue parce qu'il y avait plein de choses. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain. On sera avec Bruno Catala, si je ne me trompe pas, et ses auteurs de Château Rossignol. Ça sera pour l'émission de demain. On vous présentera ce jeu également. Il reviendra sur le troc qu'on a réalisé avec Bruno. Ça sera le moment aussi de lui remettre quelques petits éléments qui ont été troqués avec lui. Merci à tous d'avoir regardé cette émission et à demain. Merci. À bientôt. Merci. À demain.